qu'elle a envahi, non? C'était tout à fait, mais dans ses discours, il a fait deux interventions d'échelle mondiale à la veille de ce que les Russes appellent opération militaire spéciale et ce qu'on appelle invasion, dans lequel, je le souligne dans le livre, il désignait clairement l'adversaire, et l'adversaire c'était l'OTAN, l'Occident. Et dans l'esprit des Russes, ce qu'ils font en Ukraine n'est qu'une dimension parmi d'autres de l'affrontement. Le véritable affrontement, d'ailleurs, a tout de suite été économique. Je veux dire, l'Occident attendait une victoire de la politique de Samson. Bruno Le Maire, d'ailleurs, s'était particulièrement illustré en disant, quelques jours après la décision de sanction, qu'on allait mettre à bas l'économie russe. Et tout le problème pour les Russes, c'était de savoir si les mesures qu'ils avaient prises depuis 2014 pour se mettre en situation d'affronter de nouvelles sanctions occidentales allaient fonctionner. Alors ensuite, la surprise, c'est qu'ils ont eu plus de problèmes militaires qu'ils n'anticipaient et plus de succès dans leur défense économique qu'ils ne l'anticipaient également. Mais c'est la dimension économique qui fait de ce conflit un conflit mondial. Oui, parce que on pourrait vous rétorquer, vous parlez de défaite de l'OTAN, des États-Unis, que l'OTAN n'est pas directement engagée dans cette guerre. Si, parce que je veux dire, la guerre indirectement, mais il n'y a pas de troupes de l'OTAN avec les Ukrainiens. Oui, mais la guerre, bon, si vous voulez, le truc des Occidentaux maintenant, le grand truc, c'est la sous-traitance, c'est la délocalisation. Donc on a délocalisé notre industrie, donc les masses asiatiques nourrissent notre niveau de vie. On pourrait dire qu'avec l'Ukraine, on a délocalisé nos opérations militaires aussi. On a d'une certaine transformé l'Ukraine en un gigantesque mercenariat contre les Russes. Mais en son cœur, la guerre moderne, et peut-être même la guerre à toutes les époques, ça a été la technique, la capacité à fabriquer les instruments de la guerre. Et c'est là que se joue l'affrontement. Et ce qui permet aujourd'hui de dire que les États-Unis et l'OTAN ont perdu cette guerre en Ukraine, c'est qu'ils ne sont pas capables de fournir l'armée ukrainienne en matériel suffisant. C'est-à-dire qu'il y a eu un affrontement, mais c'était pareil pour la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire, l'armée rouge, l'armée russe de l'époque, si on peut dire, a fini par écraser la Wehrmacht avec des pertes énormes. Parce que l'Union soviétique avait fait mieux en termes de construction de matériel militaire que les Allemands. Et à une plus petite échelle, Dieu merci, il est en train de se passer la même chose. Vous voyez, actuellement, on se dit, les débats du Congrès, allons-nous signer, voter des crédits supplémentaires pour les Ukrainiens, etc. Donc tout le monde s'inquiète. Mais la vérité, c'est que ça n'a aucune importance. On sait déjà, c'est dans des rapports de think tank affiliés au Pentagone, que l'industrie militaire américaine n'est plus en état de fournir l'Ukraine. Donc ils peuvent voter l'attribution de dollars, mais c'est pas avec des dollars ou des injonctions de payer qu'on fait la guerre. On va y revenir, hein, parce que dans les causes du déclin de l'Occident, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a notamment notre dépendance, notre désindustrialisation massive. Mais restons peut-être sur la question idéologique en préambule. Vous savez pas aussi Huntingtonien en quelque sorte. Samuel Huntington parlait de choc des civilisations. Si je vous écoute, on est entre un choc entre l'Occident et le reste du monde. C'est qui est d'ailleurs la rhétorique de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est pas dangereux de penser comme cela? Est-ce que le reste du monde n'est pas plus divisé qu'on ne le dit? Est-ce que l'Occident finalement ça existe? Il y a différents États-nations avec différents intérêts, différentes histoires, différentes cultures. Les Occidentaux eux-mêmes parlent comme s'ils existaient. Moi, de toute façon, je dis qu'il y a deux Occidents. Il y a l'Occident libéral, historiquement, qui est constitué par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les gens qui ont inventé les nations qui ont inventé la démocratie libérale. Et puis il y a un Occident plus vaste, qui est l'Occident qui a inventé la modernité technologique et économique, qui comprend l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne et l'Italie n'ont pas laissé un grand souvenir
dans l'émergence de la démocratie libérale. La contribution de l'Italie, c'était l'invention du fascisme. Et de l'Allemagne, c'était le nazisme. Ouais. Et ces pays sont revenus dans l'orbite libérale de par la grâce de la présence des États-Unis, de l'armée américaine. De l'armée américaine. Donc les Occidents, il y en a deux, mais c'est vrai, je ne suis pas Huntington. Ouais, c'est dur à dire, ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. En un sens, et je le suis en un autre. Donc, je ne suis pas pour ce qui est de l'analyse du monde dans son ensemble, parce que la grande variable de Huntington, c'est la religion. Mais une religion qui est... Il colle des étiquettes au peuple. Vous voyez, il y a il y a la sphère, je ne sais plus comment, confucéenne, la sphère ceci, la sphère cela. Je crois qu'il doit parler de la sphère orthodoxe pour les Russes, ce qui pour moi est du pur pipeau, parce que je sais que le régime russe, Poutine, surjoue un peu l'orthodoxie comme un élément conservateur, mais ce qui avait provoqué la révolution russe, en fait, en 1917, c'était l'effondrement de l'Église orthodoxe et le manque de foi je dirais, des paysans russes. Mais c'est des étiquettes, il sait pas de quoi il parle. Il classe comme ça, il sait pas de quoi il parle. Mais pour moi, quand je divise le monde, j'utilise des catégories anthropologiques plus profondes, mettre les hommes au centre, en fait. Et puis, l'Occident, pas la totalité de l'Occident, d'ailleurs, ça serait moins vrai pour le Japon et l'Allemagne, par exemple, les pays annexés par l'Occident, l'Occident libéral. Il y a des systèmes de parenté plus équilibrés pour ce qui concerne les rôles masculins et féminins, et ce sont les lieux d'épanouissement du féminisme moderne et des idéologies modernes LGBT ou autres. Là, comment dire, ça me paraît plus profond. Je n'aime pas la façon, je l'ai dit, dont Huntington utilise les religions comme des étiquettes sans savoir ce qu'il y a dedans. Mais là, dans ce livre, par contre, quand même, au-delà de ces systèmes de parenté, vous parlez quand même de religion. Je veux dire, la religion est absolument centrale. Même si c'est pour pointer son absence d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en tout cas, en Occident, justement. Je suis reparti de ce qui faisait, en fait, des explications de l'ascension de l'Occident. Si on prédit la chute, dans des termes un peu extrêmes qui ne sont pas dans le livre, la chute de l'Occident, le mieux c'est de partir de l'ascension d'abord. L'ascension, je reprends les conclusions admises, pas universellement, mais presque, du grand sociologue allemand Max Weber, avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. L'ascension finale de l'Occident, c'est le protestantisme. Pas pour des raisons religieuses tellement sophistiquées, mais parce que le protestantisme exigeait l'alphabétisation de tous. C'est-à-dire chaque fidèle devait être capable de lire les Écritures, ou au moins le petit catéchisme de Luther. Et il a procédé, le protestantisme est la religion qui a réussi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'alphabétisation complète d'une population. Et une population qui sait lire et écrire manifeste spontanément des capacités technologiques et économiques spécifiques. C'est un accident d'ailleurs. Notamment parce qu'il fallait que les croyants puissent lire tous la Bible dans le protestantisme. Donc, mais si vous voulez, c'est tout à fait extraordinaire. L'ascension de l'Occident, on pourrait presque dire, mais c'est un accident religieux. Parce que le projet de Luther, c'était pas le développement économique. C'était sauver les hommes de la damnation ou leur faire comprendre qu'ils étaient damnés. Oui, il y a un élément accidentel. Et ça a produit l'ascension dans l'histoire de l'Europe des pays du Nord, la Scandinavie, l'ascension de l'Angleterre, de l'Écosse, qui sont devenus la Grande-Bretagne, l'ascension des Pays-Bas, dont le cœur est protestant, le développement économique de la Suisse, de l'Allemagne, de la Prusse et des États-Unis. Et en fait, quand on regarde une carte du développement du monde en 1900, on voit les pays protestants et puis la France qui a eu la chance d'être laïcisée par la Révolution et qui était collée géographiquement au monde protestant. Donc on était une sorte de bénéficiaire de ce décollage protestant. Mais si l'hypothèse de Weber est correcte, et elle l'est, dans tous les cas, c'est-à-dire le développement de l'Occident, c'était le protestantisme, si on peut maintenant mesurer un effondrement du protestantisme, et pas
pas simplement un effondrement de la pratique qui aurait laissé subsister dans cet état que j'appelle zombie les mœurs protestantes, le sérieux, l'éthique du travail, la discipline, la moralité, toutes ces choses, ce qui était le cas sous Roosevelt ou sous Eisenhower ou jusqu'aux années 60 en fait. Mais si on entre dans une phase comme depuis les années 2000 de ce que j'appelle protestantisme zéro, c'est-à-dire où il ne reste plus rien, eh ben on comprend la baisse du niveau éducatif, le choix de la globalisation qui est aussi un choix du rejet de l'éthique du travail, c'est de faire travailler les types à l'extérieur quand même. On se rend pas compte à quel point quand même quelque part la globalisation c'est le rejet par l'Occident du travail manuel quand même aussi. Effectivement, Occident fondé sur où le citoyen était un travailleur, un producteur d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est un consommateur. C'est ce que vous nous expliquez. Le nouveau projet, en tout cas. Alors, dans la première phase de la société de consommation, ce qui était en France les 30 Glorieuses et qui ont leur équivalent ailleurs. Le développement de la société de consommation, c'était aussi le développement d'une société de production. Le nombre des ouvriers continuait à augmenter en France jusqu'à 1978. C'est la globalisation, ça a été autre chose. Alors on est resté, et encore plus, des sociétés de consommation, mais en consommant des objets qui sont produits à bas coût, en exploitant d'ailleurs des populations actives de l'ancien tiers-monde, qui elles-mêmes pouvaient être exploitées parce qu'elles avaient appris à lire et écrire avec un certain retard. Donc il y a quelque chose, mais évidemment, ça a créé une situation d'extrême vulnérabilité. Et quand on est dans ce genre de situation, on peut produire de l'idéologie, on peut dominer le monde. Il se passe des choses technologiques fondamentales. La révolution informatique, Internet, ça reste les États-Unis, bien entendu. Je veux dire, il y a toujours... Il y a toujours une dynamique occidentale positive dans le domaine technologique, mais on se met en situation de dépendance, de fragilité incroyable pour tout ce qui concerne la fabrication des objets. Le sujet l'Occident, la chute finale, avec Emmanuel Todd en toute vérité, soulève une question profonde et provocatrice sur l'avenir de l'Occident à travers le prisme des analyses d'Emmanuel Todd, historien et anthropologue réputé. Todd est connu pour ses prédictions souvent controversées, mais qui se sont révélées justes par le passé, comme l'effondrement de l'Union soviétique. Son analyse repose sur une combinaison de données démographiques, économiques, sociales et culturelles pour anticiper les grands mouvements de l'histoire. Selon Todd, l'Occident, et plus particulièrement les États-Unis, montrent des signes de déclin qui ne peuvent être ignorés. Il souligne l'importance de la démographie dans cette dynamique. Par exemple, les taux de natalité en baisse dans de nombreux pays occidentaux indiquent non seulement un vieillissement de la population, mais aussi une diminution de la force de travail future et un affaiblissement potentiel de la capacité de ces nations à maintenir leur influence mondiale. Les déséquilibres démographiques peuvent également mener à des tensions sociales et politiques internes, exacerbées par les flux migratoires et les problèmes d'intégration. Économiquement, Todd note que l'Occident a perdu une grande partie de sa supériorité industrielle au profit de pays comme la Chine, l'Inde et d'autres économies émergentes. Cette délocalisation de la production industrielle a non seulement affaibli les économies occidentales en termes de création d'emplois, mais elle a également transféré le savoir-faire et les technologies vers ces nouveaux centres de pouvoir économique. L'endettement croissant des pays occidentaux, ainsi que les crises financières récurrentes, sont également des indicateurs d'une fragilité économique qui pourrait conduire à des chocs majeurs. Sur le plan social, Todd souligne la montée des inégalités et des tensions sociales au sein des sociétés occidentales. Les mouvements populistes et nationalistes, qui gagnent en popularité dans de nombreux pays, sont souvent le reflet d'une population qui se sent laissée pour compte par la mondialisation et les élites politiques. Cette fracture sociale peut conduire à une instabilité politique accrue, rendant les gouvernements moins capables de prendre des décisions efficaces à long terme. La dimension culturelle joue aussi un rôle crucial dans l'analyse de Todd.
Il observe une perte de cohésion culturelle et de confiance en soi au sein des sociétés occidentales. Les valeurs et les institutions qui ont longtemps soutenu ces sociétés sont remises en question. Et il y a un sentiment croissant de déclin moral et spirituel. Ce phénomène est souvent amplifié par une culture médiatique qui privilégie les conflits et les divisions, plutôt que la solidarité et le consensus. Todd ne se contente pas de dresser un tableau pessimiste sans solution. Il propose que l'Occident doit réinventer son modèle de développement pour survivre et prospérer. Cela pourrait impliquer une réorientation vers des économies plus durables et plus équitables, une refonte des systèmes politiques pour les rendre plus inclusifs et représentatifs, et une redécouverte des valeurs communes qui peuvent unir les sociétés face aux défis globaux. Une autre piste de réflexion proposée par Todd est le rôle de l'éducation et de la transmission des savoirs. Il soutient que pour que l'Occident puisse retrouver sa place, il est crucial d'investir dans l'éducation et la recherche. Ce n'est qu'en développant une nouvelle génération de penseurs, de scientifiques et d'innovateurs que l'Occident pourra relever les défis du XXIe siècle. L'aspect géopolitique est également central dans l'analyse de Todd. Il examine les relations de l'Occident avec d'autres puissances mondiales, notamment la Chine et la Russie. Il met en garde contre les risques de confrontation et prône une approche plus coopérative et multilatérale. Selon lui, l'Occident doit accepter qu'il n'est plus l'unique centre de pouvoir mondial et doit apprendre à naviguer dans un monde multipolaire. En conclusion, l'analyse d'Emmanuel Todd sur la chute finale de l'Occident est une mise en garde contre une complaisance dangereuse face aux signes évidents de déclin. Il invite à une prise de conscience collective et à une action concertée pour réinventer un modèle de société capable de surmonter les défis actuels et futurs. Pour Todd, la chute n'est pas une fatalité, mais un avertissement qui, s'il est pris au sérieux, peut conduire à une renaissance plutôt qu'à une décadence.